séance. Donc, on avait fait un formulaire en HTML et on avait fait les vérifications sur une nouvelle page. D'accord? Ça, c'était la première partie. Deuxième partie, ce qu'on avait fait la semaine dernière, c'était j'ai un formulaire et je fais le traitement et la vérification sur le même formulaire. C'est-à-dire, s'il y a des erreurs, je les affiche à l'utilisateur, à côté des différents champs. Donc, on va partir à partir de ce TP. C'est-à-dire que ce que je vais vous donner aujourd'hui, il suppose quoi? Il suppose que l'utilisateur a déjà soumis son formulaire, que vous avez vérifié qu'il n'y a pas d'erreur sur ce formulaire-là. Est-ce qu'on est d'accord? D'accord? Donc, le prérequis pour nous, c'est quoi? Avant de pouvoir insérer les données dans une base de données, donc avant de parler de ce TP, qu'est-ce qu'il faut? S'assurer d'abord que les données ont été correctement saisies. C'est-à-dire, le travail de la semaine dernière, du TP précédent, a été fait avec succès. S'il y a des erreurs, je ne vais pas faire d'insertion dans la base de données. Quand est-ce que je vais faire une insertion? Uniquement si l'utilisateur a soumis toutes les données correctement. Deuxième chose importante, je vous avais demandé d'implémenter une petite fonction utilisateur qui devait faire appel à 3 fonctions PHP. La fonction trim pour enlever les espaces, la fonction HTML Special Chars pour pouvoir nous protéger des injections de code, d'accord? Et la fonction strip slash pour enlever les slash inutiles, d'accord? Donc, je suppose 2 choses. Je suppose que le formulaire a été vérifié et qu'il n'y a pas d'erreur. Je suppose aussi que les données qui ont été saisies par l'utilisateur ont été nettoyées. Pourquoi c'est important qu'elles soient d'abord nettoyées? Parce que les variables, les données qui ont été saisies, je vais les utiliser dans des requêtes SQL. Et donc, je risque d'avoir un problème d'attaque de type injection de code SQL directement dans ma base de données, ce qui peut causer de très graves dégâts. D'accord? Donc, ça, c'est notre préalable. Maintenant, une fois qu'on est sûr que ça, c'est fait, qu'est-ce qu'on nous demande pour le TP de cette séance? Donc, nous allons créer une base de données à l'aide de PHP-MyAdmin. Donc, vous savez qu'on peut très bien créer des bases de données avec des requêtes SQL. Pour nous faciliter la tâche, nous avons dans l'environnement Web Server une interface d'administration qui est PHP-MyAdmin. L'intérêt d'utiliser PHP-MyAdmin, c'est que vous pourrez créer vos bases de données, créer vos tables et les différents champs par de simples clics. Ça veut dire que ça nous rend le travail très facile. Donc, quelle est la partie que nous allons faire avec PHP-MyAdmin? La création de la base de données, la création des tables avec les différents champs sur chaque table. C'est là que s'arrête le travail de PHP-MyAdmin. La deuxième partie, c'est quoi? Manipuler la base de données, ça veut dire insérer des données, ou bien interroger la base de données. Dans ces deux situations, c'est-à-dire les requêtes sur la base de données, vont se faire via PHP. D'accord? Ce n'est pas PHP qui fait les requêtes, c'est à nous d'écrire les requêtes SQL, mais on va les confier à des fonctions PHP qui elles-mêmes vont les envoyer vers le SGBD afin qu'elles soient traitées. D'accord? Donc, première partie, nous allons créer une base de données et une table qui va recevoir nos données. Comment on accède à PHP-MyAdmin? Vous démarrez d'abord votre serveur, bien sûr. Une fois qu'il a démarré, sur le menu, vous avez la deuxième ligne, c'est PHP-MyAdmin. Donc, vous accédez directement à PHP-MyAdmin. Quand vous arrivez à PHP-MyAdmin, il vous donne cette interface-là, d'accord? Une interface où on vous demande de vous authentifier. Alors, par défaut, il n'y a pas de mot de passe. Donc, l'accès normalement, par défaut, si vous ne spécifiez rien, l'utilisateur vous mettrez root, c'est l'utilisateur par défaut, et le mot de passe, vous le laisserez à vide. D'accord? Et vous appuyez sur connexion. Maintenant, si vous avez, par exemple, créé un mot de passe lors de l'installation, bien sûr, utilisez le mot de passe que vous avez créé. Mais par défaut, il n'y a pas de mot de passe. Une fois que vous entrez, voilà ce que vous aurez. Vous aurez quelque chose qui ressemble à ceci. Voilà à quoi ressemble l'interface de... Il n'y a pas d'étudiants qui attendent. Je vais juste vérifier. La personne.
Donc, voici l'interface que vous allez obtenir. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez une partie à gauche qui permet de donner une vue hiérarchique des bases de données que vous avez et des tables sur ces bases de données. Là, par exemple, je n'ai aucune base de données, donc c'est vide. Qu'est-ce que vous voyez par contre? Vous voyez qu'il me dit nouvelle base de données. D'accord? Donc, si je sélectionne nouvelle base de données, donc il va m'inviter à créer ma base. Dans ce TP, on nous demande de créer une base de données qui s'appelle inscription. D'accord? Donc, comment on crée une base de données? Ceci est un exemple. Ce n'est pas le TP que je vous demande. Ce sont des exemples qui vous aident à comprendre. Base de données, ici, j'ai appelé ma base de données test. Donc, vous allez l'appeler comment? Vous allez l'appeler inscription. Le deuxième paramètre, c'est l'encodage. Laissez l'encodage tel qu'il est. Ne le changez pas. Et appuyez sur créer. À partir de là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer une base de données. Où est-ce que vous allez voir votre base de données? Sur la partie de gauche. D'accord? Regardez ici, la base de données que j'ai créée tout à l'heure, si vous regardez dans la partie gauche, vous voyez test. C'est la base de données que j'ai créée tout à l'heure. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande dans la suite? J'ai une base de données, inscription. Je vais créer sur cette base de données une table qui s'appelle client. Cette table client devrait avoir 4 champs. Alors, pour ne pas trop m'encombrer, j'ai pris juste le nom, prénom et email du client. D'accord? Je n'ai pas pris toutes les informations. J'ai pris juste ces trois-là. Mais le principe est le même. C'est-à-dire, si on sait insérer 3 valeurs, on sait en insérer 4, 5, 6, ce que vous voulez. D'accord? Donc, j'ai pris le nom, le prénom et l'email. Et il me faut un identifiant. Pour ne pas avoir à gérer manuellement l'identifiant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai choisi d'ajouter un champ ID qui sera auto-incrémenté. Auto-incrémenté, ça veut dire que c'est là le SGBD qui va s'occuper de la gestion de cette clé-là. Chaque fois que vous allez insérer un élément, il va incrémenter cet identifiant. Et donc, vous allez avoir un identifiant qui sera unique pour chaque entrée de votre table. D'accord? Donc, ça nous fait 4 champs. Le champ ID, nom, prénom et email. Donc, la table s'appelle client. Elle a 4 champs. Quels sont leurs types? Donc, ID sera un entier. On va dire que c'est une clé primaire, donc index primaire. Et il y a une case à cocher. Donc, AI veut dire auto-incrémenté que nous allons cocher. Pour le nom, il est de type varchar, de taille. Bon, ici, trivialement, j'ai pris 30. Dans un cas réel, on prend beaucoup plus que ça. J'ai pris donc 30 pour le nom, le prénom et l'email. D'accord? Voici un exemple. Par exemple, dans la table, dans ma base de données tout à l'heure, donc j'avais une base de données qui s'appelait test. Sur l'onglet de droite, qu'est-ce que je vois? Créer une nouvelle table. Je donne le nom de la table et je donne le nombre de colonnes. Donc ici, ma table s'appelle table client. Pour vous, ça va être quoi? Ça va être client. Avec 4 colonnes, et vous appuyez sur créer. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous donner comme ça 4 lignes vides. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez les modifier. Donc pour chaque champ, regardez en haut, vous avez quels sont les champs à remplir? Vous avez nom, vous avez donné le nom de l'élément. Le type, je vous avais donné dans le slide précédent les différents types. Taille valeur, alors pour le champ ID, vous laissez vide. C'est un champ auto-incrémenté, donc vous ne le gérez pas. Et pour les 3 autres, donc c'est varchar 30, 30, 30. Ensuite, ne mettez pas de valeur par défaut, interclassement n'y touchez pas, les attributs non plus. Vous arrivez à la colonne index. Pour le champ ID, index, vous allez le mettre à primary, c'est-à-dire clé primaire. Juste à côté, vous voyez une petite case à cocher où il y a AI. AI veut dire auto-incrémenté. Le champ ID étant auto-incrémenté, je vais sélectionner cette case. D'accord? Une fois que vous faites ça, pardon, vous appuyez sur le bouton enregistrer. Qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez tout simplement voir que la table que vous avez créée va apparaître sur l'onglet sur la hiérarchie ou l'arborescence à gauche. D'accord? Et voilà pour votre table. Ceci est un exemple, donc vous allez adapter tout simplement l'exemple aux données qui vous ont été données dans l'exercice. D'accord? Donc, dans cette partie-là, on n'a fait que cliquer. Il n'y a ni requête ni rien du tout.
Mais cette partie-là est indispensable pour pouvoir passer à la suite. Une fois que vous êtes sûr que votre base de données a été créée et que votre table a été créée, je vous demande de retenir le nom de votre base de données et le nom de votre table. Faites attention à leur écriture, à leur syntaxe exacte, y compris les majuscules et minuscules. Pourquoi? Parce que nous allons ensuite faire appel à cette table et à cette base de données à partir de notre script. Et la moindre erreur dans l'écriture du nom de la base de données ou de la table va nous donner des résultats qui sont complètement erronés. D'accord? Donc, il ne va pas pouvoir se connecter. Maintenant, une fois que ceci sera fait, il vous sera demandé d'écrire un script PHP permettant, à partir des données du formulaire de la dernière fois, donc je ne crée pas un nouveau formulaire. Le formulaire, je l'ai. La vérification, je l'ai. D'accord? Il permet, à partir du formulaire précédent, d'insérer les données du client, pas toutes les données, uniquement le nom et le prénom et l'email. Lui, il a saisi l'âge, le mot de passe, etc. On ne va pas les insérer, on va juste insérer nom, prénom, email. Dans quelle table? Dans la table client qui vous a été, que vous avez créée. Donc, pour rappel, comment on peut accéder à une base de données pour écrire? Il faut d'abord se connecter au serveur. Donc ça, c'est une partie du cours que j'ai voulu reprendre ici à titre de rappel. Donc, avant d'accéder aux données, il faut d'abord se connecter à la base de données et s'assurer que la connexion a bien été établie. Parce que si je ne me connecte pas au serveur, il me sera impossible de formuler des requêtes. Alors, comment je me connecte au serveur? C'est cette fonction-là. Donc, c'est MySQL Connect. Le premier paramètre, c'est l'URL du serveur. Le deuxième paramètre, c'est le nom d'utilisateur. Le troisième, c'est le mot de passe. Alors, si vous ne changez pas la configuration par défaut, le nom d'utilisateur, ça va être root. Et le mot de passe, ça va être la chaîne vide. Pas le blanc, la chaîne vide. Et le dernier paramètre, c'est quoi? C'est le nom de la base de données. Dans l'exercice, votre base de données s'appelle inscription. D'accord? Maintenant, donc voici les paramètres. Cette fonction va vous donner une valeur de retour. Cette valeur de retour, ça va être soit un descripteur qui vous permettra de manipuler la base de données, une sorte de clé, ou bien elle vous retourne false. Si elle retourne false, ça veut dire que la connexion n'a pas été établie. Donc, voici un exemple. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire appel à MySQL eConnect. Vous récupérez la valeur de retour que j'ai mis dans une variable que j'ai appelée con pour connection. Ensuite, je vérifie d'abord. Si connexion égale à faux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la fonction a échoué dans la connexion vers le serveur. Qu'est-ce que je fais? J'affiche un message d'erreur et je quitte. Sinon, ça veut dire que tout va bien, je peux passer à la suite. D'accord? Alors là, je ne suis pas en train de vous donner le code, je suis en train de vous donner des exemples. Donc, il faudra l'adapter à votre exercice. Ensuite, une fois que je me suis connecté au serveur et que j'ai vérifié la valeur de retour, qu'elle n'est pas égale à false, c'est-à-dire que la connexion a été établie. Quelle est la prochaine étape? Je vais essayer maintenant d'insérer mes données. Quelle est la requête qui permet d'insérer les données? C'est une requête insert. D'accord? Donc, insert into client. Et ensuite, vous donnez vos valeurs. Sauf que je n'ai aucun accès direct au SGBD. Qui va gérer, qui va faire l'intermédiaire? C'est la fonction MySQLiQuery. C'est une fonction PHP, mais qui prendra en entrée une requête SQL. C'est-à-dire que ce sera à vous d'écrire la requête, mais vous pouvez la transmettre via cette fonction PHP. Alors, quel est l'intérêt de cette fonction? C'est que dans vos requêtes SQL, vous avez le droit d'utiliser des variables PHP. Regardez un exemple ici. J'ai par exemple 3 variables x, y, z que je veux envoyer dans ma requête. Je veux les insérer. Regardez dans ma fonction, j'ai MySQL query. Le premier paramètre con, c'est la valeur de retour de la fonction de connexion au serveur. Le deuxième paramètre, c'est quoi? C'est la requête SQL. Ici, par exemple, j'ai insert into table, ça c'est ma table, d'accord? Values, $x, $y, $z. Quand vous voyez un dollar devant quelque chose, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une variable. Et donc, je peux utiliser des variables à l'intérieur d'une requête SQL. Et ça va être utile dans votre exercice. Qu'est-ce que vous allez mettre ici à la place de x, y, z?
les valeurs du nom, du prénom et de l'email qui ont été saisies par l'utilisateur et que vous avez déjà fait passer par la fonction traiter input. D'accord? Vous pouvez ensuite mettre ces différentes variables à l'intérieur de votre requête directement. Maintenant, au début, je vous demande pour la première étape, essayez de faire une insertion en aveugle, c'est-à-dire vous insérez sans faire aucune vérification. Comment vous savez que la vérification s'est effectuée avec succès? Vous retournez sur phpMyAdmin. Si vous cliquez sur votre table, il va vous afficher son contenu. Et donc, ça vous permettra de voir est-ce que les données que vous avez insérées sont là ou pas. Si l'insertion se fait sans problème, on va améliorer notre algorithme. Donc, normalement, j'insère le client lors de sa première arrivée, c'est-à-dire sa première inscription. Ensuite, je ne devrais pas normalement autoriser un client à s'inscrire plusieurs fois. D'accord? Donc, je dois détecter si le client est là ou pas. Qu'est-ce qu'on va faire si on fait, c'est-à-dire si on fait confiance au nom, il se pourrait que deux clients aient le même nom. D'accord? Donc, le plus simple ici, c'est d'utiliser l'email. D'accord? En général, l'email, c'est la propriété d'une seule personne. Et donc, on peut identifier une personne à travers son email. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire une requête pour vérifier si le client n'existe ou pas. Quelle est la requête qui permet de rechercher dans une base de données? C'est la requête select. Donc, vous allez faire un select. Et à partir de ce select-là, donc vous allez vous dire, est-ce qu'une solution existe? Si une réponse vous a été renvoyée par le select, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cet email que vous recherchez a été trouvé. Et s'il a été trouvé, ça veut dire que le client est déjà inscrit. Je ne vais pas l'inscrire. Maintenant, techniquement, comment je fais ça en PHP? Alors, vous avez donc la fonction qui permet de formuler les requêtes, c'est MySQLiQuery. Si vous voulez utiliser un select, vous mettez tout simplement votre requête, donc select, etc. Donc, vous la mettez dans votre fonction MySQLiQuery. MySQLiQuery va vous retourner un résultat. Ce résultat-là, vous pouvez le faire passer à une autre fonction qui est MySQLeNumRows. Cette fonction, son rôle, c'est quoi? C'est de compter le nombre de résultats. Ça veut dire que elle va vous dire est-ce qu'il y a 0 résultat, 1 résultat, 2 résultats, etc. Si le résultat qu'elle vous renvoie est nul, qu'est-ce que ça veut dire? L'email que vous cherchez n'existe pas. Donc, nouveau client, qu'est-ce que je vais faire? Je l'insère. Si elle vous retourne une valeur non nulle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le client existe déjà. Et dans ce cas-là, je ne vais pas l'insérer. D'accord? Maintenant, dernière partie, c'est d'écrire un autre script. Alors, le script que je vous ai donné tout à l'heure, le script d'insertion, il est basé sur quoi? Il est basé sur les données saisies par l'utilisateur. Donc, où est-ce que vous allez mettre votre script? Logiquement, il est sur la même page que le formulaire de la dernière fois et la vérification. Pourquoi? Parce qu'il travaille sur les mêmes données. Maintenant, il y a un deuxième script que je vous demande d'écrire, mais cette fois-ci, ce script n'a pas besoin des données du formulaire, donc il n'a pas besoin d'être sur la même page. On peut le mettre sur une page séparée. Donc c'est un autre script PHP. Cette fois-ci, il va nous afficher la liste des clients à partir de la table client, c'est-à-dire les clients que nous avons déjà remplis. Je ne passe à cette étape qu'une fois l'insertion effectuée avec succès. Je remplis quelques éléments dans ma table et ensuite je vais les afficher avec le deuxième script. Donc ce script n'a pas besoin des données du formulaire, donc il va être sur un fichier indépendant. Il va directement se connecter à la base de données, donc MySQLiConnect comme tout à l'heure. Ensuite, MySQLiQuery, vous allez lui donner un select et il va récupérer le contenu de la table. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de nous l'afficher, de l'afficher sous forme de tableau HTML. Comment on récupère les données d'une requête select? Le résultat qui va être retourné par MySQLiQuery peut être exploité avec la fonction MySQLiFetchAssoc. Chaque fois que vous appelez cette fonction, elle va vous donner un résultat retourné par le select.
un seul, pas tous les résultats. Ça veut dire que si je veux avoir tous les résultats, je vais appeler cette fonction à l'intérieur d'une boucle. Donc, voici un exemple. Par exemple, ici, j'ai une requête SQL, select. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je fais appel à MySQL eFetch ASOC à l'intérieur d'un while. Pourquoi? Parce que je veux le faire plusieurs itérations jusqu'à quand? Jusqu'à ce que le résultat soit false. Et là, ça veut dire que je suis arrivé à la fin de la liste des résultats et je peux quitter. D'accord? Dans l'exemple que vous avez ici, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis contentée d'afficher l'ID utilisateur et le nom de l'utilisateur. Ce n'est pas votre TP, donc ce ne sont que des exemples. Ces codes-là, vous ne pouvez pas les copier-coller directement. Il faut comprendre le principe et essayer de l'appliquer à votre TP. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande non pas d'afficher simplement les données, mais de les afficher sous forme de tableau. Donc, je vous ai donné un deuxième exemple dans lequel on essaie de voir comment on affiche des données sous forme de tableau. Le tableau HTML, c'est quoi? C'est table, tr, th, etc. Sauf que dans ce cas-là, c'est un tableau dynamique, c'est-à-dire généré avec PHP. Qu'est-ce que je vais faire? La chaîne de code HTML sera affichée avec une commande echo à l'intérieur du code PHP. Donc regardez ici, vous avez echo, table, border égal, etc. Maintenant, certains caractères spéciaux doivent être précédés d'un anti-slash pour pouvoir être interprétés, parce que sinon, ils ne vont pas être interprétés correctement. Voilà pourquoi, devant certains caractères, vous verrez le slash. D'accord? Donc, autre chose, le slash T est considéré comme étant un caractère spécial, c'est la tabulation. Et comme le slash T apparaît beaucoup dans les tableaux, slash TD, slash TH, slash TR, etc., tout ça commence avec un slash T. Donc, pour qu'il ne soit pas considéré comme une tabulation et pour qu'il soit considéré comme un élément de tableau, on va doubler le slash, donc on va en mettre 2, parce que le slash, c'est le caractère d'échappement en PHP. D'accord? Et là, votre code pourra fonctionner. Donc, les parties, les exemples que vous voyez et tout ne concernent pas directement votre TP. Ce sont des parties qui existent déjà dans le cours que j'ai juste ajoutées ici pour vous faciliter le travail. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est appliquer le même concept, le même principe, mais maintenant à votre TP. Donc, voilà ce qui est demandé. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Est-ce que vous avez des questions? C'est bon, c'est clair? Donc, si c'est clair, je vous laisse le temps. Oui, je vous écoute. Pour l'exécution تاعهم genre كي نديرو هذه la partie وكلش Oui. genre on fait la même chose localhost ou زعما نقولوا dossier je sais pas TP4 Oui. SQL.php c'est ça. Je fais. Le premier TP, c'est هذاك تاع l'insertion. Oui, c'est bon, Vous c'est allez bon. traiter le même fichier PHP que la dernière fois. Quand comme un fichier PHP, il fait le formulaire ou la vérification. Donc, je vais les copier-coller, les créer une copie. Ou c'est insertion.php. Ok. C'est-à-dire, vous n'allez pas écraser celui de la dernière fois. Gardez-le, mettez à côté un autre fichier. Donc, avec le nouveau fichier, insertion.php, faire le formulaire, faire la vérification. لازم لك un moyen باش تعرفي باللي les vérifications كاع ندارو. حنا واش كنا نديرو؟ S'il y a une erreur, on affiche un message. Oui. S'il n'y a pas d'erreur, normalement, je vais vérifier. S'il n'y a pas d'erreur du tout, les champs, je vais, par exemple, utiliser un booléen, d'accord? Voilà, le booléen هذا vérif. Dès qu'il y a une erreur, il est false. Il est qu'elle vérifie égal à true. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'erreur. Et s'il n'y a pas eu d'erreur, tu m'as un nettoyage de les données.
وندير l'insertion في la base de données. فهمتوا علاش قلت لكم هذا سي لا سويت تاع لا ديرنيير فوا ماشي فيشي جديد ماشي انديبوندون. خلاص اوكي داكور. يبقى لا دوزيام لا ديرنيير بارتي كاين واحد لو سكريبت هضرت لكم عليه قلت لكم سي ان سكريبت كون فا فير تاع لافيشاج. هذاك لا سي ان نوفو فيشي نوف داكور سي ان فيشي بي اش بي. هذاك موديل تاع لو فيشي موديل لو بروميير تي بي تاع بونجور. On reprend le même هذاك et on va faire un script qui fait uniquement l'affichage. Il se connecte à la base de données, il déroule une requête select, il récupère tous les résultats et il les affiche sous forme de tableau HTML. هذا c'est un fichier indépendant. نحطوهم كامل dans le même dossier parce que كامل ils font partie du même TP. هذا ما كان. D'accord, merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? مدام une question برك. Oui. مدام نورمالمون على حسب واش فهمت نعاودو نستعملو الفيش التي بي اللي فات تاع الفورميلار نزيدو له ان كود بي اش بي لي كونيكتي لا باز دو دوني وينسيري. ماشي uniquement. لازم تكون سور بلي ما كاش لي زيرور باش تزيد له الكود تاع لا باز اللي كونيكتي لا باز دوني وينسيري. ما تحطوش سي لا سويت برك. لازم مور ما تكون لا فيريفيكاسيون دارت افيك سوكسي. باغ اكزومبل الا ديتيكتينا دي زيرور اسكو نجوز لا بارتي كونيكسيون لا باز دوني نو. دونك مدام اذا تسمى نديرو ان بوليان فاليدي نقدروا نديرو ان بوليان فاليدي اذا هذاك فاليدي ايكال ترو نلونسيو هذاك الاخر لانسيرسيون تاع اس كيو ال تاع لا باز دو دوني. فوالا وما تنساوش ثاني قبل لانسيرسيون ديروا لو نيتواياج تاع لي دوني. C'est-à-dire qu'il y a des erreurs qui sont très graves. ما عندناش الحق on va faire introduire حاجة à la base de données بلا ما يجوز على une fonction de nettoyage. هو علاش le premier slide كامل خليوني دقيقة je vais vous le réafficher. هم لك les deux conditions اللي نسيري بهم في la base de données. Je dois d'abord m'assurer que les données ont été correctement saisies. Le formulaire soumis, pas d'erreur. Alors vous faites attention, quand il est vérifié ou il n'y a pas d'erreur, tu m'as vérifié ou le formulaire a été soumis. Le formulaire soumis plus pas d'erreur. Deuxième chose, il faut vérifier ou nettoyer les données de la fonction que je vous ai donnée. Qui me le TP l'insertion dans une base de données. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? C'est bon? Donc, les slides, je vous les ai déposés sur le Drive. Il y a le cours complet qui vous aidera à mieux comprendre les bases de données. La plupart des étudiants, j'ai fait TP mercredi. La plupart des étudiants n'avaient aucun problème avec le TP. Leur problème, c'était avec le cours. Ils ne savaient pas se connecter à une base de données, ils ne savaient pas quelle fonction utiliser. Le problème, ce n'est pas un problème de TP, c'est un problème de cours. Donc, les choses les plus importantes, si comme les slides, tu as le TP. Mais peut-être que ce n'est pas suffisant. Revenez au cours, vous aurez plus de détails. D'accord? Donc voilà, donc vous n'avez pas à l'envoyer. J'ai demandé à envoyer un TP aujourd'hui au plus tard. C'est celui de la semaine dernière, pas celui-ci. Donc celui-ci, vous le terminez tranquillement et on va le voir la prochaine fois, Inch'Allah. Donc vous le ramenez avec vous en TP. D'accord? D'accord, madame, merci. Voilà, donc je vous laisse travailler. S'il y a des problèmes particuliers ou si je peux vous aider quoi que ce soit, vous m'envoyez par email. D'accord? D'accord. Voilà. Merci. Au revoir. Merci, madame. Merci, madame. Au revoir. Je voulais aussi m'excuser pour l'absence. J'étais vraiment malade. Donc, comme je n'aime pas m'absenter. Donc, vraiment, smouli à la séance. Pas de souci. Merci, madame. Voilà, je vous en prie. Au revoir. Merci, madame. Au revoir. Yes.